Le 28 juillet 1942, dans les bureaux du commissariat du peuple à la défense à Moscou, Joseph Staline signe un document qui va transformer la nature même de la guerre sur le front de l'Est. L'ordre numéro 227 porte un slogan qui va résonner dans toute l'armée rouge. « Pas un pas en arrière ». Ce jour-là, Staline vient de décider que ses soldats n'ont plus le choix entre combattre et mourir. Désormais, ils mourront de toute façon, soit face aux Allemands, soit face aux balles soviétiques. Pour comprendre pourquoi le dirigeant de l'URSS en arrive à cette décision radicale, il faut remonter un an plus tôt, au 22 juin 1941, à 4 heures du matin. Ce jour-là, le général Zhukov réveille Staline dans sa datcha, près de Moscou, avec 3 mots. C'est la guerre. L'opération Barbarossa vient de commencer. Hitler vient de déchirer le pacte de non-agression germano-soviétique et lance la plus grande invasion de l'histoire. 3,5 millions de soldats allemands franchissent la frontière soviétique sur un front de 2900 km. L'effet de surprise est total. Staline, qui refusait de croire aux dizaines de rapports de ses services de renseignement annonçant l'attaque imminente, sombre dans une profonde dépression. Pendant plusieurs jours, le maître du Kremlin disparaît, ne voit personne, ne donne aucun ordre. Pendant ce temps, l'armée rouge s'effondre. Les divisions soviétiques, prises au dépourvu, sont encerclées et anéanties les unes après les autres. En quelques semaines, la Wehrmacht capture des centaines de milliers de prisonniers, détruit des milliers de chars et d'avions. La débâcle est totale. Les généraux soviétiques, ceux qui ont survécu aux grandes purges staliniennes de 1937 à 1938, manquent d'expérience et d'initiative. Staline lui-même a fait exécuter les meilleurs officiers de l'armée rouge, les accusant de trahison. Maintenant, cette armée décapitée fait face à la machine de guerre la plus redoutable du monde. Les soldats allemands avancent de 50 km par jour. Minsk tombe en 6 jours. Smolensk est prise en juillet. En septembre, Kiev est encerclée et 665 000 soldats soviétiques sont capturés dans la plus grande opération d'encerclement de l'histoire militaire. Mais Hitler commet une erreur. Plutôt que de foncer directement sur Moscou, il hésite, divise ses forces, envoie des unités vers Leningrad au nord et vers l'Ukraine au sud. Cette hésitation donne à Staline le temps de se ressaisir. En décembre 1941, quand les Allemands arrivent enfin aux portes de Moscou, l'hiver russe s'abat sur eux avec une violence inouïe. Les températures descendent à moins 40 degrés. Les soldats allemands, équipés pour une campagne d'été, gèlent littéralement sur place. Les moteurs des chars ne démarrent plus. Les armes se grippent. Le général Zhukov lance une contre-offensive le 5 décembre 1941. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les Allemands reculent. L'armée allemande interrompt son avance à 30 km de Moscou. La Wehrmacht vient de subir sa première défaite majeure de la Seconde Guerre mondiale. Hitler rage, limoge ses généraux, mais doit accepter l'évidence. La guerre éclair a échoué. L'URSS n'est pas tombée en quelques mois comme prévu. L'hiver 1941 à 1942 est un calvaire pour les deux camps. Les Allemands se retranchent et attendent le printemps. Pendant cette retraite hivernale, ils mettent en place une mesure radicale, des bataillons disciplinaires composés de soldats condamnés pour lâcheté ou désertion et des unités de barrage chargées de tirer sur ceux qui fuient. Staline prend note. Ces méthodes, utilisées par l'ennemi, semblent fonctionner. Au printemps 1942, Hitler prépare une nouvelle offensive. Cette fois, il ne vise pas Moscou, mais le sud, les champs pétrolifères du Caucase et la ville qui porte le nom de son ennemi, Stalingrad. L'objectif est double, s'emparer du pétrole dont l'Allemagne a cruellement besoin et porter un coup psychologique dévastateur à Staline en prenant sa ville. L'opération Fallblau commence fin juin 1942. Les armées allemandes déferlent vers le sud-est. En un mois, elles avancent de 400 km. Rostov tombe le 23 juillet. Novotcherkassk tombe le 25 juillet. La presse soviétique annonce ces défaites désastreuses. La population soviétique, qui avait repris espoir après la victoire de Moscou, commence à douter de l'armée rouge. Les soldats reculent, parfois en ordre, souvent dans le chaos. Des unités entières se débandent. La panique gagne les troupes.
C'est dans ce contexte catastrophique que Staline rédige l'ordre 227, 2 jours après la chute de Rostov. Le document est brutal, sans détour, dépourvu de la propagande habituelle. Staline décrit la situation avec une franchise rare pour lui. L'URSS a perdu 70 millions d'habitants, des millions de tonnes de céréales, d'acier, des millions de kilomètres carrés de territoire. L'ennemi pénètre vers la Volga, vers Stalingrad, vers les champs pétrolifères. Le pays est au bord du gouffre. Puis Staline énonce ses ordres. Aucun commandant ne peut ordonner une retraite sans autorisation expresse du haut commandement. Ceux qui désobéissent seront traduits en cour martiale. Mais ce n'est que le début. Chaque front de guerre doit créer 1 à 3 bataillons pénitentiaires, les Strafbat, composés d'officiers condamnés pour lâcheté, désertion ou manquement à leurs devoirs. Ces bataillons seront envoyés dans les sections les plus dangereuses du front, là où la mort est presque certaine. Et puis vient la mesure la plus radicale. Chaque armée doit créer 3 à 5 détachements de barrages, des agradotriades, composés de 200 hommes lourdement armés. Ces unités seront positionnées derrière les lignes de front avec une mission simple et terrible, tirer sur les soldats soviétiques qui tentent de reculer. Les lâches et les panicards doivent être abattus sur place. Staline précise dans son ordre que les Allemands ont utilisé ces méthodes avec succès pendant leur retraite hivernale. Si l'ennemi le fait, pourquoi pas l'armée rouge? L'ordre 227 doit être lu à toutes les unités, compagnies, escadrons de cavalerie, batteries d'artillerie, escadrons aériens, tous les états-majors. Chaque officier doit certifier par écrit qu'il en a lu et compris le contenu. Les commissaires politiques le lisent à haute voix aux troupes. Même dans les hôpitaux, les soldats blessés entendent ce message. Le slogan « Pas un pas en arrière » se répand comme une traînée de poudre dans toute l'armée rouge. Le 22 août 1942, 3 semaines après la signature de l'ordre 227, le 1er bataillon pénitentiaire entre en action sur le front de Stalingrad. Il est composé de 929 officiers déchus, condamnés en vertu du nouvel ordre, rétrogradés au rang de simples soldats. Ils sont jetés dans la bataille contre les Allemands qui viennent d'atteindre la Volga. Pendant 3 jours, ils lancent assaut sur assaut contre les positions allemandes. Au bout de 3 jours, il ne reste que 300 survivants. Plus des 2 tiers du bataillon ont été tués. C'est le prix du sang que Staline exige de ces hommes. Les soldats des bataillons pénitentiaires n'ont aucun espoir de survie. Leur équipement est souvent insuffisant. Ils reçoivent les missions suicides. Attaquer des positions fortifiées, nettoyer des champs de mines, lancer des assauts frontaux contre des mitrailleuses. Le seul moyen d'échapper aux bataillons pénitentiaires, c'est d'être blessé au combat ou de faire preuve d'un courage exceptionnel. Une blessure lave le crime. Le sang efface la honte. Les détachements de barrage, eux, s'installent derrière les lignes. Ces unités sont composées de soldats du NKVD, la police secrète soviétique, ou de soldats de l'armée rouge spécialement sélectionnés. Ils sont postés à quelques centaines de mètres derrière le front avec des mitrailleuses lourdes et des fusils. Leur mission est claire. Tout soldat qui quitte sa position sans ordre sera arrêté. Les meneurs, les panicards, seront exécutés sur place. Les autres seront renvoyés au front ou envoyés en bataillon pénitentiaire. Du début de la guerre au 10 octobre 1941, avant même l'ordre 227, les détachements de barrage du NKVD avaient déjà arrêté 657 364 soldats en fuite. Parmi eux, 25 878 avaient été arrêtés et 10 201 fusillés après un jugement sommaire. Les autres, plus de 630 000, avaient été renvoyés au combat. Après l'ordre 227, ces chiffres explosent. Dans les 3 premiers mois suivant l'ordre, les détachements de barrage abattent 1000 soldats des bataillons pénitentiaires et en envoient 24 993 autres dans ces unités de la mort. Les soldats soviétiques se retrouvent pris entre 2 feux. Devant eux, les Allemands avec leurs Panzer et leurs mitrailleuses MG-42. Derrière eux, les détachements de barrage avec leurs ordres de tirer sans sommation. Avancer signifie peut-être mourir. Reculer signifie certainement mourir. Les soldats n'ont plus le choix. Ils doivent se battre jusqu'à la mort. À Stalingrad, cette logique atteint son paroxysme. La bataille commence le 23 août 1942 quand la Luftwaffe bombarde massivement la ville
tuant des dizaines de milliers de civils en une journée. Les flammes dévorantes transforment Stalingrad en enfer. Les usines, les immeubles, tout brûle. Le 13 septembre, les troupes allemandes pénètrent dans la ville. Commence alors un combat urbain d'une férocité sans précédent. Les Soviétiques transforment chaque immeuble en forteresse, chaque cave en bunker, chaque rue en tranchée. Les combats se déroulent d'étage en étage, de pièce en pièce. Un soldat allemand écrit dans son journal « Nous avons combattu pendant 15 jours pour conquérir une maison. Nous l'avons prise. Nous avons trouvé dans les ruines les corps de 90 soldats soviétiques. Les Russes occupaient maintenant l'immeuble d'en face et nous bombardaient. Les soldats soviétiques sont des hommes de fer. » Le général Vassili Tchoïkov commande la 62e armée soviétique qui défend Stalingrad. Cet homme brutal, porté sur la bouteille, proche de ses soldats, applique une tactique simple, rester au contact le plus proche possible des Allemands. Si les lignes sont à 50 mètres les unes des autres, la Luftwaffe ne peut pas bombarder sans risquer de tuer ses propres troupes. Les soldats soviétiques s'accrochent aux positions allemandes comme des sangsues. Dans certains secteurs, les deux camps occupent des étages différents du même immeuble. L'ordre 227 résonne dans chaque décision de Tchoïkov. Il n'y a pas de retraite possible. Derrière eux coule la Volga. Franchir le fleuve sous le feu ennemi est presque impossible. Les soldats soviétiques savent qu'ils doivent tenir ou mourir. Les détachements de barrages surveillent les points de passage. Certaines divisions soviétiques sont anéanties en 24 heures. Les renforts traversent la Volga de nuit sous les bombardements et sont jetés immédiatement dans la fournaise. Mi-novembre 1942, les Allemands contrôlent 90% de la ville. La 62e armée de Tchoïkov ne compte plus que 47 000 hommes et 19 chars. Elle est fragmentée en 3 groupes isolés. Les soldats survivent dans des caves inondées, sans nourriture, sans munitions, dans un froid glacial. Des centaines de blessés agonisent sans soin. La situation semble désespérée. Mais Tchoïkov sait quelque chose que les Allemands ignorent. Pendant que la Wehrmacht s'épuise dans les combats urbains, le général Zhukov prépare une opération massive, l'opération Uranus. Le plan est simple mais audacieux, encercler toute la 6e armée allemande en attaquant ses flancs, protégée par des troupes roumaines, italiennes et hongroises, moins bien équipées et moins motivées que les Allemands. Le 19 novembre 1942, par un matin de brouillard, l'opération commence. Au nord de Stalingrad, plus d'1 million de soldats soviétiques lancent une offensive dévastatrice. Les lignes roumaines s'effondrent en quelques heures. Le 20 novembre, au sud de la ville, une 2e offensive pulvérise les défenses. Le 23 novembre, les 2 pinces soviétiques se rejoignent à Kalach, à 70 km à l'ouest de Stalingrad. La 6e armée allemande, plus de 300 000 hommes, est encerclée. Le maréchal Paulus, commandant de la 6e armée, demande à Hitler l'autorisation de percer l'encerclement et de se replier. Hitler refuse catégoriquement. Le Reichsmarschall Göring promet qu'il peut ravitailler l'armée encerclée par pont aérien, 500 tonnes de vivres et de munitions par jour. Hitler ordonne à Paulus de tenir ses positions. La 6e armée doit devenir une forteresse. Mais Göring a surestimé les capacités de la Luftwaffe. Les avions de transport ne peuvent livrer que 100 tonnes par jour, parfois moins. Les soldats allemands commencent à mourir de faim et de froid. Les températures descendent à moins 30 degrés. Les soldats n'ont pas de vêtements d'hiver, ils mangent leurs chevaux. Les rations de pain tombent à 100 grammes par jour, puis 60 grammes. Des hommes meurent gelés dans leur position. En décembre, le maréchal von Manstein tente de briser l'encerclement avec une contre-offensive. L'opération Tempête d'hiver parvient à approcher à 55 km de Stalingrad avant d'être stoppée net par les Soviétiques. Paulus refuse d'ordonner une percée pour rejoindre Manstein, respectant les ordres de Hitler. L'occasion est manquée. Von Manstein doit battre en retraite. En janvier 1943, les Soviétiques resserrent l'étau. Le 8 janvier, ils proposent une capitulation honorable à Paulus. Il refuse. Le 10 janvier, l'offensive finale commence. L'artillerie soviétique pilonne sans relâche les positions allemandes. Plus de 4000 canons tirent sur un front de 3,5 km. Les soldats allemands, affamés, gelés,
à court de munitions, résistent encore. C'est l'agonie d'une armée. Le 31 janvier 1943, Hitler nomme Paulus au grade de général-feldmarschall. C'est un message codé. Aucun maréchal allemand ne s'est jamais rendu. Paulus doit mourir plutôt que capituler. Mais Paulus, qui n'a plus que 90 000 hommes survivants sur les 300 000 initiaux, choisit la vie. Le 31 janvier, il se rend. Le 2 février, les dernières poches de résistance allemande capitulent. La bataille de Stalingrad est terminée. Le bilan est apocalyptique. Du côté soviétique, 1 130 000 soldats ont été tués ou blessés. 100 000 civils sont morts. L'armée rouge a perdu 4 300 chars, 15 700 canons et 2 700 avions. Du côté allemand et de ses alliés, 760 000 hommes ont été tués, blessés ou capturés, dont 244 000 prisonniers. La 6e armée allemande, l'une des meilleures formations de la Wehrmacht, a cessé d'exister. Des 90 000 prisonniers allemands capturés, seuls 5 000 reviendront un jour en Allemagne. Les autres mourront dans les camps soviétiques. L'ordre 227 a joué son rôle dans cette victoire. Les soldats soviétiques, sachant qu'ils ne pouvaient pas reculer, se sont battus avec un acharnement désespéré. Les bataillons pénitentiaires ont été jetés dans les missions les plus dangereuses. Les détachements de barrages ont empêché les fuites massives. Mais le prix humain a été monstrueux. À la fin de 1942, 24 993 soldats servaient dans les bataillons pénitentiaires. En 1943, ce chiffre monte à 177 694. En 1944, il redescend à 143 457, puis à 81 766 en 1945. Au total, pendant la guerre, 994 300 soldats soviétiques sont condamnés par des cours martiales. 422 700 sont envoyés en bataillon pénitentiaire. 436 600 sont emprisonnés. 212 400 déserteurs ne sont jamais retrouvés. Les détachements de barrages, eux, continuent leur mission meurtrière tout au long de 1942. Selon un rapport interne du NKVD d'octobre 1942, sur le front de Stalingrad seul, du 1er août au 15 octobre, les détachements arrêtent 15 649 soldats ayant fui le front. Parmi eux, 244 sont emprisonnés, 278 sont fusillés, 218 sont envoyés en compagnie pénitentiaire, 42 en bataillon pénitentiaire. Les 14 833 autres sont renvoyés à leurs unités. Mais en octobre 1942, une évolution se produit. L'idée de détachement de barrages réguliers commence à être abandonnée officieusement. Les commandants sur le terrain trouvent que c'est un gaspillage de main-d'œuvre. Détourner des troupes pour surveiller d'autres troupes diminue la force de combat. De plus, maintenant que la situation se stabilise, que l'armée rouge reprend confiance après Stalingrad, la nécessité de ces mesures extrêmes diminue. Le 29 octobre 1944, Staline signe l'ordre 349 qui dissout officiellement les détachements de barrages. La justification est simple, la situation au front a changé. L'armée rouge avance, libère les territoires occupés, repousse les Allemands vers Berlin. Les soldats soviétiques ne reculent plus, ils attaquent. Les détachements de barrages ne sont plus nécessaires, mais l'héritage de l'ordre 227 perdure. Les bataillons pénitentiaires continuent d'exister jusqu'à la fin de la guerre. Ces unités accomplissent parfois des exploits remarquables. Certains soldats des Strafbat reçoivent des décorations, parfois même le titre de héros de l'Union soviétique. Le cas du lieutenant Vladimir Ermak illustre cette réalité contradictoire. Ermak, 19 ans, est envoyé en bataillon pénitentiaire pour négligence. En nettoyant une arme qui était restée chargée, il appuie par inadvertance sur la gâchette et tue un soldat qui passait à proximité. 10 jours après son affectation en unité pénitentiaire, le 19 juillet 1943, près de Leningrad, Ermak participe à une opération de reconnaissance. Quand sa section est bloquée par un blockhaus allemand, Ermak se jette sur l'embrasure, sacrifiant sa vie pour permettre à ses camarades d'avancer. Il reçoit à titre posthume le titre de héros de l'Union soviétique. D'autres histoires témoignent de la bravoure des soldats des bataillons pénitentiaires. En décembre 1943, près du village de Sotninsky Khutor, en Ukraine, une compagnie pénitentiaire attaque avec un bataillon régulier.
Face à la résistance allemande acharnée, les troupes reculent. 15 soldats de l'unité pénitentiaire sont coupés du reste des forces. Pendant 3 jours, ils résistent seuls aux assauts allemands. Le 18 décembre, une nouvelle attaque soviétique permet de les extraire. 5 d'entre eux sont morts. Ils reçoivent tous des décorations posthumes. Ces histoires montrent une réalité souvent oubliée. Servir en bataillon pénitentiaire n'était pas nécessairement une condamnation à mort. La durée de service était de 1 à 3 mois maximum. Une blessure au combat effaçait la condamnation. Faire preuve de courage permettait de retrouver son grade et ses médailles. Les commandants de bataillons pénitentiaires étaient des officiers réguliers, souvent parmi les meilleurs, chargés d'encadrer ces hommes qui devaient racheter leur faute par le sang. Mais la réalité était brutale. Les missions confiées aux bataillons pénitentiaires étaient les plus dangereuses: attaquer des positions fortifiées, nettoyer des champs de mines, servir d'avant-garde dans les offensives, tenir des positions exposées. Les pertes étaient effroyables. Certaines unités perdaient plus de 70% de leurs effectifs en quelques jours de combat. Pour beaucoup, le bataillon pénitentiaire était effectivement une condamnation à mort, juste étalée sur quelques semaines. Les détachements de barrage, même après 1942, continuent d'exister sous différentes formes. Ils participent parfois aux combats réguliers, comme le note le maréchal Vasilevski dans une directive d'octobre 1942. Ces unités ne restent pas toujours à l'arrière à tirer sur les fuyards. Elles sont également déployées pour traquer les déserteurs, arrêter les soldats égarés, filtrer les soldats qui ont été encerclés ou capturés puis se sont échappés. Car Staline se méfie profondément de tout soldat soviétique ayant été en contact avec l'ennemi. Ceux qui ont été capturés puis libérés sont considérés comme suspects. Ils passent par des camps spéciaux du NKVD où ils sont interrogés, parfois torturés, avant d'être soit renvoyés au front, soit envoyés au goulag. En 1941 à 1942, 27 camps spéciaux sont créés pour traiter ces cas. En 1942, 177 081 anciens prisonniers de guerre et soldats sortis d'encerclement sont envoyés dans ces camps. Après vérification, 150 521 sont renvoyés à l'armée rouge. Les autres disparaissent dans le système concentrationnaire soviétique. Cette paranoïa de Staline envers ses propres soldats s'explique par l'idéologie soviétique. Dans la vision stalinienne, il n'existe pas de prisonniers de guerre soviétiques, seulement des traîtres. Un vrai communiste doit se battre jusqu'à la mort ou se suicider plutôt que de se rendre. Ceux qui se rendent trahissent la patrie. Même le fils de Staline, Yakov Djougachvili, capturé par les Allemands en juillet 1941, est désavoué par son père. Quand les Allemands proposent un échange de prisonniers, Staline refuse « Je n'échange pas un lieutenant contre un maréchal ». Yakov meurt dans un camp allemand en 1943. Cette politique impitoyable s'étend aux familles des soldats capturés. L'ordre 270 du 16 août 1941, un an avant l'ordre 227, stipule déjà que les familles des officiers qui se rendent seront privées d'aide de l'État. Les soldats qui se rendent doivent être abattus par tous les moyens, terrestres ou aériens. Les officiers supérieurs ont le droit d'exécuter sur place les officiers subalternes qui ne se battent pas. L'ordre 227 s'inscrit dans cette logique, mais va plus loin en créant un système complet de répression et de contrainte. Les bataillons pénitentiaires, les détachements de barrage, l'interdiction de retraite sans ordre, les cours martiales systématiques, tout cela forme un appareil de terreur qui vise autant les soldats soviétiques que l'ennemi allemand. Cette terreur fonctionne. Après Stalingrad, l'armée rouge ne recule presque plus. Les soldats savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils se battent avec un courage désespéré, mais aussi avec la certitude que la fuite est impossible. Les généraux n'osent plus ordonner de repli non autorisé de peur d'être fusillés. Les soldats tiennent leur position jusqu'à la mort parce que reculer signifie la mort de toute façon. Mais cette méthode a un coût monstrueux. Les pertes soviétiques pendant la guerre sont astronomiques. L'URSS perd environ 27 millions de citoyens pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 8,7 millions de soldats morts au combat. Les blessés, les prisonniers, les disparus se comptent par dizaines de millions. Une grande partie de ces pertes auraient pu être évitées avec une meilleure stratégie, une meilleure logistique, une meilleure formation des officiers. Mais Staline préfère la force brute à la subtilité.
Ils préfèrent sacrifier des millions d'hommes plutôt que de faire confiance à ses généraux. Ils préfèrent tirer sur ses propres soldats plutôt que d'accepter des replis tactiques. L'ordre 227 est l'expression parfaite de cette philosophie. La terreur comme outil militaire, le sang de ses propres troupes comme monnaie d'échange pour la victoire. Et pourtant, d'une certaine manière, ça fonctionne. Après Stalingrad, la Wehrmacht ne se remet jamais de sa défaite. L'initiative stratégique passe définitivement du côté soviétique. En juillet 1943, lors de la bataille de Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire, les Allemands lancent leur dernière grande offensive à l'Est. Elle échoue. À partir de ce moment, l'armée rouge avance, libère l'Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes, repousse les Allemands hors du RSS. En 1944, l'armée rouge entre en Pologne, en Roumanie, en Hongrie. En 1945, elle envahit l'Allemagne. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker à Berlin, alors que les soldats soviétiques combattent à quelques centaines de mètres du Reichstag. Le 2 mai, Berlin capitule. Le 8 mai, l'Allemagne signe sa reddition inconditionnelle. La guerre en Europe est terminée. Les historiens débattent encore aujourd'hui du rôle exact de l'ordre 227 dans la victoire soviétique. Certains affirment que ces mesures draconiennes étaient nécessaires dans le contexte désespéré de l'été 1942, que sans elles, l'armée rouge se serait effondrée et l'URSS aurait perdu la guerre. D'autres soutiennent que l'ordre 227 a causé des pertes inutiles, que la terreur n'est jamais une bonne stratégie militaire à long terme, que la victoire soviétique s'explique plutôt par la supériorité numérique, les ressources industrielles et finalement la qualité croissante des généraux soviétiques. La vérité se situe probablement entre les deux. L'ordre 227 a eu un effet psychologique puissant à un moment critique de la guerre. Il a stoppé les replis massifs et paniqués de l'été 1942. Il a forcé les soldats et les officiers à se battre même dans des situations désespérées. Mais il a aussi causé des souffrances énormes, des pertes inutiles, des injustices flagrantes. Des milliers de soldats ont été fusillés ou envoyés à une mort quasi certaine en bataillon pénitentiaire pour des crimes mineurs, être en retard à leur unité, avoir perdu leur équipement, avoir été capturés puis échappés. Des officiers compétents ont été exécutés pour avoir ordonné des replis tactiques qui auraient sauvé leurs hommes. Des soldats courageux ont été abattus par les détachements de barrage parce qu'ils reculaient sous un feu ennemi écrasant. Le général de brigade Alexandre Rodimtsev, commandant de la 13e division de la garde, une des unités d'élite qui défend Stalingrad, témoigne des effets de l'ordre 227. Sa division traverse la Volga le 14 septembre 1942 en pleine bataille. En quelques jours, elle perd 80% de ses effectifs. Les soldats qui survivent le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Rodimtsev note dans ses mémoires que l'ordre 227 a transformé la psychologie de ces hommes. Ils se battent maintenant comme des animaux acculés, avec la rage du désespoir. Les statistiques officielles soviétiques, déclassifiées après la chute de l'URSS, révèlent l'ampleur de la répression. Entre juillet 1942 et avril 1944, pendant l'application intensive de l'ordre 227, les tribunaux militaires condamnent 994 300 personnes. 157 593 reçoivent la peine de mort. Mais seulement 135 056 sont effectivement exécutés. Les autres sentences sont commuées en service en bataillon pénitentiaire. Ces chiffres ne comptent pas les exécutions sommaires sur le champ de bataille. Les détachements de barrage du NKVD, pendant toute la durée de la guerre, arrêtent au total 3 980 271 militaires. Parmi eux, 1 189 134 sont immédiatement renvoyés à leurs unités après interrogatoire. 436 600 sont emprisonnés. 422 700 sont envoyés en bataillon ou compagnie pénitentiaire. 158 000 sont fusillés, souvent sur place, sans jugement formel. Ces chiffres glaçant le sang, mais ils doivent être mis en perspective avec les pertes totales soviétiques. Sur les 34,5 millions de soldats mobilisés pendant la guerre, 8,7 millions sont morts au combat, 2,6 millions sont morts de blessures ou de maladies, 4,5 millions ont été capturés.
les 158 000 fusillés par les détachements de barrage représentent moins de 0,5% du total des pertes. C'est énorme en chiffres absolus, mais relativement faible comparé au carnage général. Ce qui frappe, c'est que la majorité des soldats arrêtés par les détachements de barrage sont finalement renvoyés au front. Sur presque 4 millions d'arrestations, seulement 158 000 aboutissent à une exécution. Le but principal des détachements de barrage n'est donc pas de massacrer les troupes soviétiques, mais de les forcer à retourner au combat. C'est une machine à recycler la chair à canon. Le système des bataillons pénitentiaires fonctionne selon une logique similaire. Ces unités servent de soupape de sécurité pour le système militaire soviétique. Un soldat condamné peut racheter son honneur par le sang, retrouver son grade, ses médailles, et continuer à servir dans une unité régulière. Sur les 422 700 soldats envoyés en bataillon pénitentiaire, environ 200 000 survivent assez longtemps pour être réhabilités. Les autres meurent au combat. L'ironie cruelle de ce système est qu'il transforme la punition en opportunité. Les soldats des bataillons pénitentiaires, n'ayant rien à perdre, se battent parfois avec une férocité qui impressionne même leurs camarades des unités régulières. Certains deviennent des héros. D'autres meurent dans l'anonymat. Mais tous savent que chaque mission peut être la dernière, que chaque blessure peut être leur ticket de sortie. Cette logique perverse atteint son apogée pendant l'assaut final sur Berlin en avril-mai 1945. Les bataillons pénitentiaires sont jetés dans les combats urbains les plus sanglants. Ils attaquent les positions fortifiées allemandes, nettoient les immeubles piégés, traversent les zones sous le feu des tireurs d'élite. Beaucoup meurent à quelques jours, parfois quelques heures de la fin de la guerre. Ils ont survécu à toute la guerre pour mourir dans les derniers combats. Un exemple particulièrement tragique est celui du bataillon pénitentiaire 99, engagé dans la bataille de Königsberg en avril 1945. Cette ville fortifiée prussienne résiste farouchement. Le bataillon 99 est envoyé attaquer une série de bunkers. En 2 jours, il perd 300 hommes sur 500. Les survivants continuent à attaquer. Le 9 avril, Königsberg capitule. Les 150 survivants du bataillon 99 sont réhabilités. Ils ont payé leurs dettes avec le sang de leurs camarades. L'ordre 227 n'est officiellement abrogé qu'en 1947, 2 ans après la fin de la guerre. Même après la victoire, Staline maintient ce système répressif. L'URSS de l'après-guerre est un pays traumatisé, où des millions de soldats retournent chez eux avec des cicatrices physiques et psychologiques. Beaucoup de ceux qui ont servi dans les bataillons pénitentiaires ou qui ont été arrêtés par les détachements de barrage gardent ces expériences secrètes. Parler de ces choses peut encore entraîner des problèmes avec le NKVD, rebaptisé KGB, en 1954. Ce n'est qu'avec la glasnost de Gorbatchev dans les années 1980 que les archives commencent à s'ouvrir. Les historiens découvrent l'ampleur de la répression interne pendant la guerre. Les chiffres sont publiés. Les témoignages émergent. L'Union soviétique, qui a toujours présenté la Grande Guerre patriotique comme une épopée héroïque de résistance et de sacrifice, doit affronter une réalité plus sombre. Oui, le peuple soviétique a combattu héroïquement, mais souvent sous la menace des armes de son propre camp. L'ordre 227 révèle la nature profonde du système stalinien. C'est un régime qui ne fait pas confiance à son propre peuple, qui croit que seule la terreur peut garantir l'obéissance, qui est prêt à sacrifier des millions de vies pour atteindre ses objectifs. Staline, qui a fait fusiller des dizaines de milliers d'officiers pendant les purges de 1937 à 1938, qui a causé la famine en Ukraine dans les années 1930, tuant des millions de paysans, qui a déporté des peuples entiers en Sibérie, n'hésite pas à ordonner que ses soldats tirent sur leurs camarades. Mais l'ordre 227 est aussi le produit d'une situation désespérée. À l'été 1942, l'URSS est au bord du gouffre. L'armée rouge recule sur tous les fronts. Les soldats paniquent. Les désertions se multiplient. Dans ce contexte, Staline cherche une solution radicale. Il regarde ce que font les Allemands, ils utilisent des détachements disciplinaires, ils fusillent les déserteurs, ils créent des unités pénitentiaires. Si l'ennemi le fait, pourquoi pas l'URSS? Cette logique de mimétisme militaire est dangereuse. Les méthodes qui fonctionnent dans une armée ne fonctionnent pas nécessairement dans une autre. L'armée allemande de 1942
est une force professionnelle, bien entraînée, bien équipée, avec une forte cohésion d'unité. L'Armée rouge de 1942 est une armée de masse, avec beaucoup de conscrits mal formés, souvent mal équipés, traumatisés par les purges et les défaites. Appliquer les mêmes méthodes répressives à ces deux armées produit des résultats différents. Dans l'armée allemande, les unités disciplinaires et les détachements de barrage servent principalement à traiter les cas extrêmes, les déserteurs chroniques, les soldats qui refusent de combattre. Dans l'armée rouge, avec l'ordre 227, ces méthodes deviennent systématiques. Des milliers de soldats qui auraient juste besoin de repos, de meilleure formation, de meilleur équipement, sont envoyés en bataillons pénitentiaires ou fusillés par les détachements de barrage. Le paradoxe de l'ordre 227 est qu'il est à la fois nécessaire et contre-productif. Nécessaire parce qu'en juillet 1942, l'armée rouge est au bord de la désintégration et qu'il faut des mesures drastiques pour éviter l'effondrement total. Contre-productif parce que ces mesures causent des pertes énormes, démoralisent les troupes, créent un climat de terreur qui nuit à l'efficacité militaire à long terme. Les généraux soviétiques, eux-mêmes sous la menace constante de Staline, appliquent l'ordre 227 avec plus ou moins de zèle. Certains, comme Tchouikov à Stalingrad, l'utilisent comme un outil pour galvaniser leurs troupes. D'autres essaient de le contourner quand ils le peuvent, comprenant que fusiller leurs meilleurs soldats n'améliore pas leur capacité de combat. Mais tous doivent faire semblant de l'appliquer rigoureusement, car Staline surveille. Cette culture de la peur s'étend à toute la hiérarchie militaire. Les généraux ont peur d'être fusillés par Staline. Les officiers ont peur d'être fusillés par les généraux. Les soldats ont peur d'être fusillés par les détachements de barrage. Tout le monde a peur de tout le monde. C'est ainsi que fonctionne le système stalinien. La terreur comme fondement de l'ordre social et militaire. Et pourtant, malgré cette terreur, ou peut-être à cause d'elle, l'URSS gagne la guerre. Après Stalingrad, victoire après victoire, l'armée rouge repousse les Allemands. Koursk, en juillet 1943, brise la dernière offensive allemande. Kiev est libérée en novembre 1943. La Biélorussie est libérée à l'été 1944 lors de l'opération Bagration, la plus grande défaite allemande de la guerre. En janvier 1945, l'armée rouge entre en Allemagne. En mai 1945, le drapeau rouge flotte sur le Reichstag. Le prix de cette victoire est monumental. L'URSS perd 27 millions de citoyens. Des villes entières sont détruites. L'économie est dévastée. Une génération entière d'hommes est décimée. Mais l'URSS survit, et avec elle, le régime stalinien. Staline sort de la guerre en position de force. Il contrôle l'Europe de l'Est. Il est le vainqueur de Hitler. Son prestige est à son apogée. L'ordre 227, dans ce contexte, devient un élément de la mythologie de la Grande Guerre patriotique. Dans la version officielle soviétique, c'est l'ordre qui a sauvé la patrie, qui a stoppé la retraite, qui a permis la victoire de Stalingrad. Les aspects les plus sombres, les fusillades massives, les bataillons pénitentiaires, la terreur, sont minimisés ou cachés. Ce n'est que des décennies plus tard, avec l'ouverture des archives, que la vérité complète émerge. Aujourd'hui, l'ordre 227 reste un sujet controversé en Russie. Pour certains, c'est un symbole de la détermination soviétique, de la volonté de vaincre à tout prix. Pour d'autres, c'est un exemple du caractère criminel du régime stalinien, de son mépris pour la vie humaine. Les deux interprétations contiennent une part de vérité. Ce qui est indéniable, c'est que l'ordre 227 a changé la nature de la guerre sur le front de l'Est. Après le 28 juillet 1942, les soldats soviétiques savent qu'ils n'ont plus le choix. Ils peuvent mourir face aux Allemands ou mourir face aux détachements de barrage. Dans cette situation impossible, beaucoup choisissent de se battre avec une férocité désespérée. Certains deviennent des héros, d'autres meurent dans l'oubli. Mais tous paient le prix de la détermination de Staline à gagner la guerre, quel qu'en soit le coût humain. L'histoire de l'ordre 227 est finalement l'histoire du système soviétique dans toute sa brutalité. Un système qui broie les individus, qui sacrifie des millions de vies pour des objectifs politiques, qui utilise la terreur comme outil de gouvernance. Mais c'est aussi l'histoire de la résistance humaine face à l'oppression, du courage face à la mort certaine, de la capacité des êtres humains à survivre dans les conditions les plus extrêmes.
Les soldats qui ont vécu sous l'ordre 227, qu'ils aient servi dans les bataillons pénitentiaires ou dans les unités régulières, ont tous partagé une expérience commune, celle d'être pris entre deux ennemis mortels, l'un devant eux, l'autre derrière. Leur courage, leur souffrance, leur sacrifice méritent d'être rappelés, non pas comme une glorification de la guerre ou du système qui les a opprimés, mais comme un témoignage de ce que les êtres humains peuvent endurer et surmonter. Le 28 juillet 1942, quand Staline signe l'ordre 227, il ne pense probablement pas aux conséquences humaines de sa décision. Il pense à gagner la guerre, à sauver le régime, à préserver son pouvoir. Les centaines de milliers de soldats qui seront arrêtés, fusillés, envoyés à une mort quasi certaine en bataillon pénitentiaire ne sont pour lui que des chiffres, des pions sur l'échiquier de la guerre. Cette déshumanisation est l'essence même du stalinisme. Mais ces pions avaient des visages, des noms, des familles, des rêves. Ils étaient des fils, des pères, des frères. Beaucoup n'ont jamais voulu cette guerre. Ils ont été mobilisés, jetés sur le front, forcés de se battre sous la menace de mort. Leur histoire n'est pas celle de héros volontaires se sacrifiant joyeusement pour la patrie. C'est l'histoire de victimes prises dans une machine de guerre qui les broie sans pitié. 70 ans après la fin de la guerre, quand les derniers vétérans de Stalingrad disparaissent, emportant avec eux leurs souvenirs et leurs traumatismes, l'ordre 227 reste comme un monument à la fois de la victoire soviétique et de l'horreur du système stalinien. Il nous rappelle que la guerre n'est pas seulement un affrontement entre nations, mais aussi un test de ce que les régimes sont prêts à faire à leur propre peuple pour atteindre leurs objectifs. La question finale demeure, était-ce nécessaire ? L'URSS aurait-elle pu gagner la guerre sans l'ordre 227 ? Nous ne le saurons jamais. L'histoire ne se rejoue pas. Ce que nous savons, c'est que l'ordre 227 a existé, qu'il a causé des souffrances immenses et qu'il a contribué, d'une manière ou d'une autre, à la défaite de l'Allemagne nazie. Le reste appartient au jugement de l'histoire, et chacun doit décider pour lui-même si la fin justifiait les moyens. Ce qui est certain, c'est que le 28 juillet 1942, Staline a pris une décision qui résume parfaitement sa philosophie du pouvoir. En cas de doute, utilisez la terreur. Si vos soldats reculent, faites-leur plus peur que l'ennemi. Si les gens ne vous obéissent pas par amour ou par conviction, faites-les obéir par peur. Cette logique a permis à Staline de rester au pouvoir pendant près de 30 ans, de transformer l'URSS en superpuissance, mais elle a coûté des millions de vies soviétiques. L'ordre 227 n'est qu'un chapitre de cette histoire sanglante, mais c'est un chapitre qui mérite d'être connu et rappelé, pour que nous n'oublions jamais ce que les régimes totalitaires sont capables de faire à leur propre peuple au nom de la victoire.